intérêt de recherche se centre beaucoup sur ce qu'on pourrait appeler, au sens assez élargi, les théories de la réception, mais je traîne quand même une fascination depuis assez longtemps pour les bouleversements qui se manifestent dans la culture populaire contemporaine. Et je pense que la narratologie peut fournir des pistes de réflexion intéressantes pour bien comprendre plusieurs phénomènes qui sont liés à la réception. Alors, ce que j'avais proposé pour aujourd'hui, c'était de profiter de ce séminaire pour lancer des questions à Samuel, finalement. Mais avant tout, pour revenir sur la métalepse, qui était une figure de style toute particulière, à laquelle je me suis déjà intéressé il y a quand même plusieurs années de ça, puis je trouvais ça le fun un peu de revenir là-dessus. C'est un phénomène rhétorique, narratologique qui continue de me fasciner, et donc j'ai choisi de revenir un peu là-dessus aujourd'hui. Donc j'y vais. La principale difficulté avec l'étude de la métalepse au cinéma demeure son absence du champ d'étude. C'est une figure de style dont on a très peu parlé au cinéma. Évidemment, on est dans un département d'études littéraires. Je conçois que plusieurs d'entre vous en parlé et que de toute façon, dans la théorie littéraire, la métalepse, elle est pensée depuis fort longtemps déjà. Donc, elle a longtemps été pensée comme, je cite, des définitions glanées ça et là, une rupture du pacte représentationnel qui repose sur la perméabilité des niveaux narratifs. Et c'est une figure de style qui, dans cet ordre-là, a été peu pensée dans sa spécificité cinématographique, parce que ce qu'on peut constater, c'est qu'elle en a une spécificité cinématographique. Donc, on a eu tendance plus récemment à se tourner vers différentes typologies qui sont axées plutôt sur la présence de la métalepse dans la littérature. Mais comme John Peer, qui s'est intéressé à la figure, le mentionne dans un texte récent, je vais parfois avoir des citations tirées d'ouvrages anglophones, je les traduis en temps réel. Donc, si la métalepse est un concept transmédial, les typologies variées dérivées de ce concept ne sont pas imperméables au médium ou au genre où il apparaît. Donc, je crois qu'il est crucial de dégager une compréhension de la métalepse qui soit spécifique au médium cinématographique, ou du moins à la culture visuelle au sens plus élargi. Car non seulement la métalepse se manifestait différemment au cinéma que dans la littérature, elle interagit également de façon fort différente avec les différents médiums et médias visuels. Torsa Gossal, ou je ne sais pas trop comment prononcer son nom, c'est une doctorante à l'Université d'Ohio qui s'intéresse beaucoup à ces questions. Elle a écrit d'ailleurs que les lecteurs de romans post-1960 sont quelque peu habitués à la présence de frontières poreuses séparant les niveaux narratifs. Par contre, on ne peut pas en dire autant des productions hollywoodiennes post-1960, à quelques exceptions près. Une part importante des films contemporains maintient des frontières rigides entre les univers diégétiques qui sont mis de l'avant. Sauf que les films métaleptiques gagnent en popularité depuis une quinzaine d'années. On en voit de plus en plus dans un cinéma même assez populaire hollywoodien. Et je crois qu'il est important de se demander pourquoi. Je vous propose donc aujourd'hui un petit retour conceptuel sur la part de la métalepse dans les complexités narratives croissantes qui tapissent le paysage médiatique cinématographique contemporain. Grosso modo, moi j'aime bien la structure, là, donc je vais commencer peut-être par parler un peu du fonctionnement de la métalepse, surtout au cinéma, aborder la problématique très complexe de la typologie de la métalepse, parce qu'on se retrouve avec finalement une typologie qui, je trouve, peut-être adopte une complexité non nécessaire. Et ensuite, je voudrais terminer, ce sera peut-être là où on pourra lancer des questions, sur comment l'arrivée de films métaleptiques peuvent permettre de penser à la façon dont les films contemporains problématisent l'acte de spectateur. Donc, j'y vais pour la première partie. C'est à Gérard Genette qu'on doit les fondations, disons, contemporaines, sur lesquelles reposent encore aujourd'hui les débats entourant la métalepse. Parce qu'il faut savoir qu'on en parlait bien avant Genette, mais la métalepse, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, elle apparaît dans un petit passage de quelques pages dans Figure 3, donc en 1972, où Genette consacre un petit aparté à ce qu'il nomme, lui, la métalepse narrative, qui représente, selon lui, je cite, l'intrusion du narrateur ou du narrateur extra-diégétique dans l'univers diégétique, ou de personnage diégétique dans un univers diégétique, etc., ou inversement, parce qu'il y a deux directions, c'est important de le noter. Il ira même jusqu'à suggérer que, je cite encore, le plus troublant de la métalepse est bien dans cette hypothèse inacceptable et insistante que
que l'extra-diégétique est peut-être toujours déjà diégétique et que le narrateur et ses narrateurs, c'est-à-dire vous et moi, appartenons peut-être encore à quelques récits. Je reviendrai d'ailleurs sur cette réflexion en fin de parcours parce que je la trouve quand même fascinante encore aujourd'hui. Pour l'instant, je souligne que ces quelques pages auront suffi à placer Genette dans une position centrale en ce qui a trait à l'étude de la métalepse. Les articles et ouvrages plus récents, il y en a d'ailleurs plusieurs, ont tendance à toujours ouvrir ou revenir sur, je cite, cette petite digression effectuée par Genette en 1972 comme étant un peu la genèse d'une compréhension plus généralisée et plus contemporaine de cette trope. En 2002, en Europe, je crois que c'était à Paris, mais ma mémoire me fait défaut, c'était en Belgique, il y a eu un colloque qui s'appelait La métalepse aujourd'hui. Il y a un ouvrage collectif qui est sorti dans les années suivantes qui s'appelle Métalepse au pluriel, entorse au pacte de représentation. C'était dirigé par John Peer et Jean-Marie Schaeffer. Et ces réflexions ont donné lieu à beaucoup de publications subséquentes, plusieurs d'entre elles sur lesquelles je vais revenir aujourd'hui, et qui complexifient beaucoup la typologie, mais aussi réfléchissent beaucoup à comment la métalepse peut être spécifique à différents médiums. Donc, alors que l'étude de la métalepse occupe une place importante dans le champ de la narratologie et les études littéraires, la figure est longtemps demeurée inexplorée dans le champ des études cinématographiques. Par contre, l'emploi de la métalepse dans le cinéma narratif prédate ces débats plus récents. On peut même, si on accepte une définition plus élargie de la métalepse, comme cette espèce de perméabilité des niveaux narratifs, la violation du pacte représentationnel, on pourrait noter la présence de la métalepse dans plusieurs des films qui ont marqué l'histoire du cinéma. On pourrait même supposer que le voleur qui tire sur le spectateur dans The Great Train Robbery en 1903 pourrait potentiellement être une des premières métalepses filmiques. Et le cinéma n'a pas encore 10 ans à ce moment. Donc, il reste que cette figure a longtemps été confinée à un cinéma expérimental et avant-gardiste. On voit beaucoup la métalepse, je vais y revenir tantôt, dans le cinéma de Godard, surtout la nouvelle vague. Pardon. Il y a une exception, c'est dans la comédie. Dans la comédie, on peut observer la métalepse, même dans les cartoons comiques, chez Tex Avery, moi j'aime bien la Linéa parce que j'ai des enfants en bas âge qui trippent encore aujourd'hui, comme moi à l'époque, sur cette émission évidemment extrêmement métaleptique. À partir des années 50 et 60, surtout, on peut noter une présence grandissante de la métalepse dans le cinéma moderne, qui tente souvent de remettre en question la primauté du réalisme hollywoodien. Bien entendu, à bout de souffle, Jean-Luc Godard, c'est un exemple quand même assez notoire. L'illusion de réalité ici, elle est rompue par plusieurs dispositifs. Plusieurs de ces dispositifs-là ne sont pas foncièrement métaleptiques, que ce soit les faux raccords, etc. Mais déjà, les adresses aux spectateurs que le personnage de Belmondo effectue sont extrêmement métaleptiques, elles. Et de ce fait, il est fort intéressant de noter qu'il y a une présence récente et croissante de ce même dispositif dans un cinéma populaire que Godard, lui, voulait critiquer. Alors, il y a comme quelque chose d'une avant-garde qui se fait récupérer, évidemment, comme c'est souvent le cas, par une production, disons, peut-être plus réactionnaire, ou en tout cas, pour le moins, plus populaire. Comme John Peer et Jean-Marie Schaeffer le notent dans l'introduction de l'ouvrage dont j'ai mentionné l'existence tantôt, toute contamination d'un niveau diégétique par l'autre semblerait aller à l'encontre de la nature même de la représentation et plus spécifiquement du récit. Alors, il s'est développé, avec le temps, je vais un peu vite, mais il s'est développé un certain consensus autour d'une typologie de base qui permettrait de catégoriser les manifestations de la métalepse. Il semblerait qu'elle peut surtout se présenter sous deux modes, c'est-à-dire rhétorique ou ontologique. Dans sa forme la plus répandue, du moins avant l'avènement de la modernité, la métalepse est avant tout rhétorique. Sous cette modalité, comme l'expliquent Pierre et Schaeffer, elle, je cite, fait vaciller la distinction entre les nouveaux narratifs, entre le monde de celui qui raconte et le monde de ce qui est raconté. La métalepse rhétorique permet communément à l'auteur de s'immiscer dans l'univers de sa fiction. On peut reculer à Cervantes, Don Quichotte. Pour emprunter peut-être des exemples cinématographiques, on pourrait mentionner l'intervention de Hitchcock, par exemple, au début de The Wrong Man, quand il explique à l'auditoire l'origine véridique de l'histoire du film. Évidemment, les interpellations de Belmondo dans plusieurs films de Godard, mais aussi, on voit beaucoup de métalepse rhétorique dans le cinéma de Woody Allen. Annie Hall commence avec Allen qui nous conte des blagues, nous explique un peu
sa situation. Et c'est quelque chose qui est très présent dans l'œuvre de Woody Allen. Donc, on peut le résumer en affirmant que l'intrusion diégétique de la métalepse rhétorique, c'est une intrusion qui est avant tout verbale ou pour le moins discursive. Mais comme l'explique Marie-Laure Ryan, si la métalepse rhétorique présente un acte de communication entre deux membres du même monde au sujet d'un membre qui appartient à un autre monde, la métalepse ontologique, elle, je la cite, elle met en scène une action dont les participants appartiennent à deux domaines distincts. C'est le cas, par exemple, de la nouvelle littéraire The Google Mass Episode de Woody Allen. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette nouvelle. C'est l'histoire d'un professeur d'université pas très heureux dans son mariage. Et il va voir une espèce de prestidigitateur qui est capable de l'envoyer dans un roman. Donc, le professeur Kogomas va se faire projeter dans l'univers de Flaubert, va tomber en amour avec Emma Bovary, et c'est très rigolo. Il change l'intrigue du roman, il sème l'émoi chez les professeurs de littérature du monde diégétique principal. Ils sont tous là à se demander, mais c'est qui ce New-Yorkais qui couche avec Emma Bovary? Donc, il y a une transgression beaucoup plus destructive des frontières qui séparent les niveaux diégétiques ici. Et on a ce qu'on appelle communément la métalepse ontologique, qui procède à un effondrement des niveaux et à l'interpénétration des domaines et des réalités qu'il représente. Woody Allen va d'ailleurs récidiver au cinéma, bien entendu, pas beaucoup plus tard, avec The Purple Rose of Cairo, cette fois dans un film où on transpose la complexité de la métalepse ontologique à la réalité de la spectature filmique. Alors que la métalepse rhétorique vise à faire tomber le quatrième mur, communément, c'est ce qui va arriver, et du coup, on va révéler le processus discursif de la narration. La métalepse ontologique, elle tend à agir sur la narrativité elle-même et elle va modifier le rôle du spectateur dans la réception filmique. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. On peut résumer cette distinction à travers les mots de Karen Kukkonen, selon qui, je cite, il y a métalepse ontologique lorsqu'un personnage, un auteur ou un narrateur est relocalisé au-delà de la frontière du monde fictif. Alors qu'il y a métalepse rhétorique lorsqu'il se voit, ou bien lorsqu'il s'adresse la parole à travers cette frontière. S'il persiste certaines inconsistances dans cette typologie, il reste qu'elle fonctionne quand même assez bien en général, et ce, à travers plusieurs médiums, autant au cinéma que dans la littérature, la télévision même, bon, peu importe. Mais ça se complique. Dorit Kahn, elle, apporte certaines précisions en notant une distinction entre la métalepse qu'elle nomme extérieure, qui se produit entre le niveau diégétique et le niveau extra-diégétique, et la métalepse intérieure qui, elle, se produit en deux niveaux de l'histoire elle-même, avec justement la rupture d'une mise en abîme, par exemple, des trucs comme ça. Donc, on peut résumer cette typologie assez embryonnaire avec ce petit tableau où, dans le fond, la métalepse peut être rhétorique ou ontologique, et dans chacun des deux cas, elle peut être intérieure ou extérieure. Donc, si elle est intérieure, sinon, on va avoir des adresses entre un personnage diégétique et un personnage métadiégétique. Par exemple, dans les flashbacks, quand on voit des séquences où Woody Allen se présente adulte, je pense à cette séquence quand il est dans sa classe là, avec les jeunes. Alors, il est là, lui, adulte, et il entretient une conversation avec les jeunes qu'il a fréquentés dans sa classe. Si elle est extérieure, cette métalepse rhétorique, bien, le plus classique, là, c'est l'adresse au spectateur à bout de souffle. Une femme est une femme, Pierrot le Fou, avec beaucoup de films de Golan. High Fidelity, de Stephen Frears, qui fonctionne sous le même mode, et puis je trouve ça très rigolo. Annie Hall, cette fois avec le monologue d'ouverture, où vraiment, là, on nous parle. Si elle est ontologique, là, on rompt les frontières qui séparent le monde diégétique d'un monde métadiégétique. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Purple Rose of Cairo, cinéma de Lynch, Nolan plus spécifiquement, mais on pourrait en aller plusieurs. Et finalement, si elle est extérieure, là, évidemment, c'est qu'il s'agit de rompre la frontière qui sépare l'univers diégétique de l'extra-diégétique. Alors, un film comme Wes Craven's New Nightmare, que je vais en parler un peu tantôt, il y a eu un mémoire de maîtrise qui a été écrit dans ce département. C'était Aude, que je connais bien, c'est vraiment intéressant. Last Action Hero, même chose, The Player de Robert Altman. Annie Hall, cette fois, quand à un moment donné, quand il s'obstine avec quelqu'un dans une ligne pour un cinéma, puis là, il sort Marshall McLuhan pour dire à l'autre qu'il ne sait pas ce qu'il fait en enseignant Marshall McLuhan. Donc, bref, là, il y a comme l'extra-diégétique qui vient intervenir, et c'est effectivement très rigolo.
Mais la complexité, elle se poursuit encore, parce que la métalepse, elle peut être ascendante ou descendante, selon la direction que la transgression va prendre. Donc, il va y avoir métalepse ascendante lorsque le personnage va sortir de la fiction pour envahir la réalité, et elle va être descendante si un narrateur ou un narrateur entre dans le monde fictionnel. Donc, dans le fond, j'avais 2 exemples de Woody Allen, de Cool Mass Episode. On a le professeur qui, dans le fond, va descendre dans la fiction de Flaubert. Et dans Purple Rose of Cairo, c'est l'inverse. C'est un personnage du film qui sort du film pour envahir l'extra-diégétique. Donc, en plus, au-delà de cet axe vertical, la métalepse peut aussi être horizontale. Si un personnage passe d'un ordre donné à un autre ordre également donné qui se situe sur un même plan narratif. Donc, en somme, dans l'état actuel des lieux, j'en pense parce que il y a beaucoup plus de nomenclature, une complexité que je trouve pas nécessaire. Alors, on est dans un contexte où l'étude de la métalepse, elle déborde les disciplines et l'étude des médiums donnés. Puis je trouve que le concept, il risque une expansion telle qu'il devient difficile d'enseigner un peu le sens et la portée avec concision. Alors, c'est ici que j'aimerais me tourner vers un article de Jean-Marc Limoges qui a été écrit dans un collectif en 2011, un autre collectif sur la métalepse, au sein duquel il prend acte du fait que la métalepse, elle a longtemps été pensée en termes littéraires, mais où il trouve qu'il reste tout à fait pertinent de la penser dans des manifestations culturelles, ou on pourrait dire pop culturelles, notamment au cinéma. Donc, il va mettre de l'avant, je le cite, là, sur son désir dans son introduction, et de mettre de l'avant une typologie plus complète et flexible, afin d'éviter les nomenclatures parfois contradictoires et confuses qu'on donne aux divers types de transgressions métaleptiques. Partant de la définition, encore une fois, mise de l'avant par Jeannette, c'est-à-dire transgression des frontières qui délimitent le niveau narratif, Limoges isole 3 composantes. Le niveau narratif, la frontière, évidemment avec sa transgression, et la direction que prend cette transgression. Il propose également de distinguer le monde de l'auteur et du lecteur, du monde du narrateur et du narrateur. Je trouve que c'est une distinction quand même assez essentielle. Il va même jusqu'à se demander si c'est logique de se référer aux instances de narrateur et de narrateur quand on parle de fiction audiovisuelle, parce que là, on n'est plus... Je trouve son article est très intéressant pour ça. Il en vient à proposer qu'il serait peut-être plus fonctionnel d'aborder les mondes diégétiques, extra-diégétiques et hypodiégétiques, plutôt que de parler de niveau narratif, tout comme il pense préférable d'utiliser les termes producteur et récepteur plutôt que narrateur et narrateur. On peut, selon lui, faire l'inventaire de ces mondes et de leurs frontières afin d'établir la direction des transgressions, donc verticale, horizontale, ascendante, descendante, pour ensuite considérer leur mode, donc rhétorique ou ontologique. Et finalement, ça c'est peut-être un des trucs le plus intéressants, c'est que, selon lui, le monde extra-fictionnel apparaît comme le seul monde à partir duquel l'histoire elle est véritablement racontée. Alors que ce qu'on appelle communément l'extra-diégétique, c'est tout simplement le monde à partir duquel l'histoire, elle semble être racontée. Alors, il y a nécessairement toujours une représentation supplémentaire dès qu'on veut faire référence à l'extra-diégétique. Donc, le monde extra-diégétique, comme il dit, n'est qu'une représentation du monde à partir duquel l'histoire est racontée. Donc, évidemment, plus souvent qu'autrement, le monde ou les mondes extra-diégétiques et extra-fictionnels vont être très difficiles à distinguer. Sauf que s'il y a métalepse, surtout si elle est extérieure, il y a là la frontière qui les sépare va manifestement se révéler. Alors, lui, il propose le schéma suivant. Et j'ai pas pris la peine de le refaire dans le keynote, mais je pense que ça m'aurait pris un après-midi. Mais, grosso modo, donc, il y a l'extra-fictionnel. Notre monde, c'est une capture d'écran de son article, donc c'est en anglais. Notre monde, pour de vrai, là, pas sa représentation, donc les producteurs, les spectateurs, les récepteurs, donc on est dans l'extra-fictionnel, c'est aussi le monde de l'énonciation. Ensuite, il y a l'extra-diégétique avec le narrateur ou producteur et récepteur fictionnel s'ils sont mis en scène. Et évidemment, ensuite, on a la fiction elle-même, il peut y en avoir 2, on a les mises en abîme, et lui, il prétend schématiser toutes les possibilités de la métalepse dans ce tableau, au point même si c'est descendant de ces flèches-là, si c'est ascendant de ces flèches-là, si c'est horizontal, tout est supposé être là selon Jean-Marc Limoges. Moi, ce que je vous propose, je ne sais pas, est-ce qu'on est minuté
ou est-ce que... J'ai pas vu. Ok, c'est bon. Parce que je me suis fait... Tu sais, je te disais avec cette contrainte de 20 minutes, là. J'ai fait... À 40, je te le dis. Ah non, je ne me rendrai pas à 40, je penserais pas. Je parle beaucoup, là, mais pas tant. Je me suis proposé de répertorier quelques exemples cinématographiques, certains peut-être plus canoniques, d'autres plus contemporains, certains plus avant-gardistes, d'autres plus pop culturels, pour essayer de voir comment on peut les appliquer à ce diagramme. Donc, je suis revenu, évidemment, mon Godard, on le sait bien, mais dans Une femme et une femme, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. C'est que Alfred, le personnage qui est joué par Jean-Paul Belmondo, va mentionner le fait qu'à bout de souffle joue à la télé puis il veut pas le manquer. Alors moi, j'ai toujours trouvé ça intéressant. Je me dis, mais il est quand même bon. Évidemment, il nous parle dans ce film aussi. Il y a la rupture du 4e mur. Mais il y a quelque chose de plus dans cette métalepse. C'est que dans le fond, évidemment, c'est commun que l'univers diégétique d'un film va faire référence à des connaissances culturelles qu'on pourrait considérer comme extra-diégétiques. Sauf qu'ici, il y a une spécificité, c'est dans le fait que Godard cite un de ses propres films et qui plus est que le personnage joué par Belmondo cite un autre film dans lequel c'est Belmondo qui tient le rôle principal. Alors, on a ici, dans le fond, l'ouvrage qui va faire une référence métaleptique horizontale à un autre ouvrage. Et je trouve que cette typologie, qui se veut un peu plus simplifiée que l'image propose, permet de voir ça de façon beaucoup plus simple que moi j'essaie de me le concevoir avant. Le film Stranger Than Fiction, dont j'ai déjà parlé, je crois, ici, l'année dernière, c'est un film évidemment très intéressant parce que c'est un film vraiment, on ne peut plus populaire, hollywoodien, film de studio, mais c'est un exemple vraiment récent et notoire de métalepse ontologique dans ce même cinéma hollywoodien. Bon, pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou se rafraîchir la mémoire, on a le personnage principal qui est un auditeur d'impôts qui est joué par Will Ferrell. Il mène des existences très mornes, on imagine justement le comptable. Et il entend tout à coup une voix narrer sa vie. Et il va en venir à consulter un prof de littérature pour réaliser qu'il est le personnage d'un roman écrit par un auteur. Donc l'auteur et le personnage occupent le même espace diégétique. Alors on a évidemment une métalepse qui est intérieure et qui est verticale ici, puisqu'il y a confusion entre le diégétique et l'extra-diégétique. Ce genre de métalepse, elle se trouve épisodiquement dans un certain cinéma hollywoodien, surtout à partir des années 90. Moi, je m'intéresse beaucoup au fait qu'à partir des années 90, les narrations dites populaires ou qui deviennent populaires sont de plus en plus complexes, à partir peut-être de Pulp Fiction, qui n'était pas un film de studio, mais qui a retenu beaucoup l'attention du public, qui est, avec l'arrivée des technologies numériques, le DVD, le revisionnement est plus facile et l'implication du spectateur est beaucoup plus présente. Donc, dans les années 90, on avait un film comme Last Action Hero de McTiernan, où là, on a un jeune adepte de films d'action qui se voit transporté dans l'univers métadiégétique où ses héros évoluent. Puis d'ailleurs, c'est drôle parce que je pense que c'est Arnold Schwarzenegger dans ce film, mais bon, tu sais, la rivalité entre Schwarzenegger et Sylvester Stallone, elle est mise de l'avant dans cette espèce de métalepse où on pourrait dire que, tu sais, bon, il y a une métalepse évidemment verticale, dans l'ouvrage, mais ensuite, il y a une métalepse horizontale, puisqu'on fait référence à quelque chose de transversal. Ensuite, j'en avais parlé tantôt, le film Wes Craven's New Nightmare, qui est vraiment un exemple très, très pertinent, qui réussit à utiliser la métalepse ontologique pour poser un regard novateur sur la généricité qui se manifeste dans le cinéma d'horreur. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce film met en scène plusieurs acteurs qui ont joué dans le premier film A Nightmare on Elm Street de Wes Craven en 1984. Alors, on les suit, qui jouent leur propre rôle, c'est-à-dire Heather Langenkamp, l'actrice, elle joue Heather Langenkamp. Pardon. Wes Craven se met en scène lui-même. Donc, ils jouent tous leur propre rôle d'acteur à l'approche du 10e anniversaire du premier film de la série. Puis là, l'histoire se déroule autour de l'actrice Heather Langenkamp, qui est invitée à considérer l'opportunité de réincarner le rôle de Nancy pour une énième suite à la saga. Et là, le film va brouiller incessamment les frontières entre le diégétique, l'hypodiégétique, donc le film si on veut, et l'extra-diégétique. Craven va pousser l'audace jusqu'au point où il se met lui-même en scène, en train de scénariser le film que le spectateur
est en train de visionner. Et le film va d'ailleurs se clore sur une métalepse ontologique fascinante où on va voir Heather Langenkamp qui lit le scénario du film qui se termine en ce moment. Alors, c'est une œuvre qui présente un exercice de style, je trouve, original et intéressant. On a peut-être ici la réplique de Wes Craven à la générosité dans le film d'horreur, peut-être même dans la franchise Nightmare on Elm Street, où un film va donner suite à un paquet de sequels, comme on dit en bon anglais. On a une métalepse verticale ici entre les mondes diégétiques et extradiégétiques, mais on a une insistance sur l'extradiégétique de sorte que on a cette frontière-là entre l'extra-fictionnel et l'extradiégétique, elle va évidemment et nécessairement se manifester. Un peu d'ailleurs comme dans le prochain film dont je vais parler, qui est The Player de Robert Altman, film qui date du début des années 90, où là on a plusieurs dispositifs réflexifs et métaleptiques qui sont mis de l'avant. On a plusieurs acteurs connus qui jouent leur propre rôle, alors que d'autres acteurs connus jouent des rôles diégétiques. Déjà, l'espèce de comment dirais-je, peut-être le contraste entre un caméo et un vrai rôle transparaît. Même, je cite un bouquin de Jeannette qui date de 2004 sur la métalepse où il parle de ce film en citant, je cite, Julia Roberts, dans le rôle de Julia Roberts, jouant le rôle de l'héroïne fictionnelle d'un film dans le film qui flirte avec la mise en abîme. Alors, s'il y a effectivement film dans le film, dans The Player, c'est une mise en abîme, évidente, mais c'est pas une métalepse. Sauf qu'il en va tout autrement à la fin du film, où là, les niveaux sont complètement brouillés. Le personnage principal, Griffin, qui est joué par Tim Robbins, rentre chez lui et un scénariste le contacte pour lui proposer une histoire qui est en fait l'histoire même du film qui se termine. C'est l'histoire de The Player, même que la dernière ligne du film, c'est « OK, comment tu l'appelles ce film, The Player? » Alors là, on problématise encore une fois la spectature. Le spectateur entend un personnage du film qui raconte l'histoire qui se termine devant ses yeux. On a évidemment une métalepse ontologique verticale qui problématise aussi la frontière, un peu comme dans Wes Craven's New Nightmare, entre l'extra-fictionnel et l'extra-diégétique. Pour y aller un exemple récent et beaucoup plus pop-culturel, je trouve que c'est impossible de parler de métalepse sans parler de Deadpool, ce film qui est sorti cette année, un film de super-héros qui problématise le genre. Je vous dis tout de suite, c'est pas un grand film, mais en même temps, c'est un film qui met de l'avant une métalepse rhétorique dès le générique. Dans le générique, je vais dérouler quelques diapos, là. Donc, dans le générique, on a les artisans qui sont mentionnés dans leur rôle actentiel, mais avec une twist, pardon le franglais, mais avec une saveur humoristique. Donc, tu sais, bon, le studio présente Some Douchebags Film, starring God's Perfect Idiot, A Hot Chick. Évidemment, tu sais, on réinvente rien, c'est pas nouveau. A British Villain, bon, on va avoir l'accent. The Comic Relief, alors là, on a le rôle actentiel qui est mis de l'avant. A CGI Character, alors là, on est plongé devant la forme. Produced by Asshats, alors je sais juste pas qu'est-ce qu'on essaie de faire. Évidemment, ici, on va encenser les scénaristes, là, written by the real heroes here. Et on va peut-être un peu diminuer le rôle du réalisateur parce qu'on va dire directed by an overpaid tool. Alors, on a un commentaire humoristique sur ces rôles actentiels. C'est pas nécessairement nouveau. Ça ne met pas de l'avant une grande complexité narrative, mais la métalepse rhétorique, elle est là, elle se manifeste. Par exemple, par des adresses à la caméra dès le début du film. Vous dites, ah oui, je sais, hein. Puis là, il pense sur comment est-ce que moi, un pauvre con, j'ai réussi à figurer dans un film de super-héros. Il va avoir la présence avouée de la caméra, par exemple, quand il y a une gomme. On ne sait pas trop si elle est dans la vitre du taxi ou sur la lentille de la caméra, mais peu importe, parce que de toute façon, s'il l'enlève, c'est peut-être pour nous libérer le champ de vision. Alors, notre présence, elle est prise en compte. Deadpool s'adresse régulièrement aux spectateurs, au point où une de ses adresses se déroule dans un flashback. Fait qu'il nous parle, puis après ça, il nous transporte dans un flashback, où là, il nous parle encore. Puis là, il se met à théoriser, en pauvre con, en nous disant, mon Dieu, un bris de quatrième mur, à l'intérieur d'un bris de quatrième mur, c'est comme 16 murs. Alors, on fait de l'humour avec la métalepse. C'est pas nouveau.
la métalepse a longtemps été utilisée, je l'ai dit tantôt, dans un but humoristique. J'achève bientôt. Il y a la fin du film, à travers une narration en voix off. Deadpool va encore s'adresser à nous, cette fois, pour commenter la mise en forme du happy end. OK, là, voici, on fait un gros plan ensemble, on recule, pull out. Du coup, on peut voir dans ce film une certaine intentionnalité au-delà de l'usage purement humoristique de la métalepse rhétorique. Parce que, il y a un certain commentaire sur notre position spectatorielle. C'est pas le commentaire le plus développé ou le plus complexe, absolument pas même, mais on se retrouve quand même devant un film qui tient un discours réflexif, et ce discours réflexif est construit sur l'usage de la métalepse. Alors pour conclure, j'aimerais terminer sur les possibilités discursives qu'on peut distinguer à travers l'usage de plus en plus fréquent de la métalepse dans le cinéma populaire. La présence de complexité narrative croissante, j'en ai parlé déjà, met de l'avant des nouveaux modes de réception, je pense qu'on le sait tous. Peer et Schaeffer notent, eux, qu'en tant que dispositif expérimental qui explore les frontières de l'acte représentationnel, la métalepse nous en apprend du même coup beaucoup sur les conditions de fonctionnement normal de la représentation. Limoges, lui, en rajoute en précisant que la métalepse... Oups, je suis allé trop vite, désolé, on l'a déjà. Donc, il précise que la métalepse repose sur un paradoxe intriguant. C'est précisément parce que nous suspendons notre incrédulité que les transgressions entre les mondes diégétiques et extra-fictionnels fonctionnent. Mais c'est également pour cette même raison que nous cessons de croire en l'autonomie de la fiction. On peut même revenir sur cette réflexion que j'ai mentionnée au début de mon parcours de Jeannette, selon laquelle, je cite, « le plus troublant de la métalepse est bien dans cette hypothèse inacceptable et insistante que l'extra-diégétique est peut-être toujours diégétique et que le narrateur et ses narrateurs, vous et moi, appartenons peut-être encore à quelques récits. » Alors, à la lumière de ces réflexions, il semble que le caractère particulièrement réflexif offert par la métalepse permet de mettre en relief la dimension fantasmatique du cinéma et, par extension, de sa spectature. Je crois même que certains films qui remettent en question le fonctionnement du fantasme se tournent vers la métalepse afin de renforcer cette remise en question. On peut penser ici, par exemple, à American Beauty de Sam Mendes, j'imagine que tout le monde connaît. C'est un film qui lève le voile sur un objet de désir particulièrement problématique. Lester, ce père qui fantasme sur une jeune fille, nous adresse la parole dès les premières minutes du film. Et en nous impliquant de la sorte, le film nous amène à participer à la remise en question de ce fantasme qui est mis de l'avant dans le film. On pourrait même parler de traversée du fantasme. Dans le cinéma de David Lynch, où la logique du fantasme est régulièrement placée en vive opposition avec la logique du désir, on peut régulièrement observer une multiplicité ontologique, toujours assez complexe et généralement frappée par des transgressions métaleptiques. Et c'est surtout le cas dans Mulholland Drive, un film qui est quand même connu pour un film de Lynch, un succès surprenant et peut-être justement à cause de ce désir de réécouter, faire du sens à l'époque où le DVD arrive, etc. Encore une fois, dans Mulholland Drive, on est amené à remettre en question notre position de spectateur. La scène au Club Silencio, par exemple, va nous confronter à la nature fantasmée de la forme filmique et de notre place à nous comme spectateurs. Dans un registre de cinéma peut-être plus populaire, on peut penser à un film comme Eternal Sunshine of the Spotless Mind, où là on réinvente le fonctionnement du film d'amour. Moi, quand je donne des cours de genre cinématographique, je parle de Eternal Sunshine, c'est un film d'amour, mais on éclate complètement les conventions de genre autour justement de cette complexité narrative et de cette métalepse. Ou Inception de Christopher Nolan, un film qui a joué d'une popularité indéniable. Un film aussi qui témoigne d'un goût plus répandu pour des films qui nécessitent plusieurs visionnements. J'insiste là-dessus. Mais surtout, je pense que Inception se pose comme l'exemple parfait d'un cinéma métaleptique qui ramène le spectateur à la dimension fantasmatique du cinéma. Surtout puisque dans les métalepses, les niveaux narratifs sont construits à travers les rêves. Alors, il semblerait qu'en intégrant certaines notions issues des champs externes à la narratologie et à la rhétorique, on pourrait penser, évidemment, à la psychanalyse, le désir, le fantasme, pourquoi pas même le regard dans son sens plus radical. On pourrait prendre, sans doute, et tenter de spéculer à travers ces notions-là sur l'idée selon laquelle les films métaleptiques contemporains tentent de nous dire quelque chose
sur notre position à nous de spectateurs et sur l'acte de spectature dans son sens fondamental. Je ne sais pas si j'ai lancé assez de questions, là, mais ça s'arrêterait à peu près là.